Bonjour à toutes et à tous. On commence les hostilités. Je vais commencer les hostilités avant de laisser très rapidement la parole à mes voisines et voisins. L'idée, c'est évidemment en quoi le numérique peut transformer la vie des personnes en situation de handicap. C'est un sujet que j'aborde assez souvent puisque moi je travaille, j'ai travaillé dans l'inclusion numérique et aujourd'hui à 100% dans l'accessibilité numérique. On va en reparler. Hein, les deux sont indissociables. Et le numérique pour nous, personnes en situation de handicap, c'est pour le meilleur et pour le pire. C'est le bien et le mal. Et c'est à la fois une solution et un problème. C'est à la fois le problème de la solution du problème. Enfin bon, vous le tournez dans tous les sens. Ça marche tout le temps. C'est-à-dire que le numérique, c'est un gain d'autonomie extraordinaire. Moi, j'ai vécu avant et j'ai vécu après le numérique. Pour moi, personne aveugle, on est passé du Moyen-Âge au 21e siècle, direct. Donc ça, c'est le côté lumineux de la force. Et le côté obscur de la force, c'est quand on se retrouve bloqué dans nos démarches parce que on a affaire à une fenêtre surgissante qui a été mal codée. Du coup, mon lecteur d'écran ne la voit pas et je suis bloqué dans ma démarche. Ça, c'est le côté obscur de la force. C'est les problèmes d'accessibilité. Donc, voilà, on va tous parler de ça ce matin. En quoi le numérique, comment ça se passe pour les personnes en situation de handicap et ce côté toujours paradoxal, c'est-à-dire qui nous ouvre des portes extraordinaires et puis qui nous ferme des portes extraordinaires parce que les choses ne sont pas codées comme il faut, les normes d'accessibilité ne sont pas respectées. Ça, on en reparlera plus tard. Mais avant, je vais laisser la parole du coup aux personnes qui m'accompagnent à cette table. Alors, on commence par qui, justement, Christophe? Voilà. Merci Pierre. Bonjour tout le monde. Donc Christophe Lebon, coordonnateur du dispositif Handitic Plus et Assam la ressource. Pour continuer sur les propos que Pierre vient de présenter justement sur l'accessibilité numérique pour les personnes en situation de handicap. On a la chance aujourd'hui d'avoir un collégien et qui est à ma droite, Youssef. Il va pouvoir intervenir pour témoigner aussi de l'évolution qu'on connaît avec cet outil. Pour contextualiser un petit peu, à l'époque où moi j'étais collégien, j'avais cette responsabilité de prendre le cahier de texte, d'amener en vie scolaire, de faire signer. Aujourd'hui, tout est possible grâce au numérique. Il n'y a plus ces déplacements et peut-être il n'y a plus cette responsabilité, mais il y a une vigilance à avoir par rapport à l'utilisation du numérique. Et elle permet de garantir justement cette l'égalité des droits, c'est-à-dire avoir accès à une éducation, à l'emploi. Elle permet aussi d'avoir d'autres responsabilités, c'est ce que Youssef va vous présenter, puisque pas plus tard que hier soir, je l'ai vu chez lui prendre son téléphone et faire une démarche auprès d'une banque pour faire un virement pour sa maman. Je me dis, oh là là, quand même, il est en avance pour son âge. C'est quelque chose que moi, je n'avais pas eu l'occasion de tester quand j'étais collégien. Mais aujourd'hui, en fait, cette autonomie, elle est renforcée par le numérique, mais il faut qu'elle soit accessible. Et c'est un petit peu l'objet de notre intervention aujourd'hui, pour montrer que c'est un outil qui peut aussi participer à cette interaction sociale au quotidien. Donc je passe la parole à Youssef, que j'ai accompagné donc il y a 2 ans en tant qu'enseignant spécialisé pour déficients visuels, en 6e je crois. Youssef, c'est bien ça? Je te passe le micro et je te poserai des questions, tu pourras témoigner de ce que tu es capable de faire. Merci. Bonjour, je m'appelle Youssef, j'ai 15 ans, je suis au collège de Terre Sainte, je suis en 4e. Et on utilise le numérique, on utilise l'ordinateur et un matériel qui s'appelle une binote. Aussi, on a un téléphone qu'on peut utiliser, mais des fois c'est accessible, des fois c'est pas accessible. Mais on essaie de faire avec tout ça. Alors, justement par rapport au collège, quel est l'outil que tu utilises le plus
pour être au courant de ce qui se passe au collège, des interactions avec les professeurs? C'est quoi la solution? J'utilise la binote et l'ordinateur. Du coup, des fois, le prof, il donne sur clé. Des fois, il l'envoie au professeur de la ressource qu'ils adaptent pour nous. Mais des fois, c'est compliqué parce que on va en cours. Le prof, il donne le cours, mais c'est en PDF. Et du coup, notre logiciel, il lit pas le PDF. Et du coup, des fois, ça se complique aussi. Et au niveau de l'application que tu utilises au collège, c'est quoi? C'est NVDA avec Easy Suite. D'accord. Et pour l'échange avec les professeurs, le support, où tu as toutes les informations, tes notes, les communications avec les profs? Je prends mes notes avec une binote qui s'appelle une binote. C'est comme un clavier qu'on écrit en braille. Et en même temps, on peut lire. Et c'est accessible aussi pour le prof parce que c'est branché avec l'ordinateur. D'accord. Le prof, il a pas de binote, lui, hein? Non. La binote est branchée avec l'ordinateur. Et du coup, moi, je peux lire ce que je suis en train de faire. Et le prof aussi, il peut vérifier sur mon ordinateur ce que je suis en train de faire. Oui, en fait, Youssef, donc c'est Pierre. Tout ça est possible, mais pour communiquer en fait avec les professeurs, comment tu fais toi en tant qu'élève? Quel environnement tu vas utiliser, sachant que il y a un logiciel, non? C'est une application. Ah oui, on a l'application aussi Pronote pour vérifier notre emploi du temps, ce que le profil met sur les devoirs à faire, tout ça. Mais après, il y en a des trucs qu'on peut récupérer sur Pronote. Il y a des fois que c'est compliqué, on peut pas récupérer parce que soit c'est un PDF, soit on peut pas ouvrir le document. Et du coup, c'est compliqué des fois. Mais des fois, c'est facile aussi. Alors, juste une parenthèse, Youssef, avant de te laisser la parole. Pronote, c'est le premier procès qui a eu lieu en début 2024, intenté par une association de personnes aveugles et malvoyantes pour inaccessibilité. Et le tribunal administratif de Paris a donné raison à l'association et a condamné Pronote à devenir accessible, ce qui n'est pas encore le cas, loin de là quand même, et surtout à demander à l'Arcom, qui est l'organisme de contrôle de l'accessibilité numérique aujourd'hui en France, de suivre la mise en accessibilité de Pronote. Pronote, je fais court, c'est ce qui régit 80% des communications à l'intérieur de l'éducation nationale, collège, lycée. C'est utilisé par les élèves comme Youssef, c'est utilisé par les enseignants qui sont en situation de handicap ou pas, et par les parents qui sont en situation de handicap ou pas. Donc c'est quelque chose qui a vraiment intérêt à être accessible, puisqu'autrement ça va hypothéquer l'inclusion professionnelle des enseignants en situation de handicap, l'inclusion sociale des parents en situation de handicap et l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap. Voilà, Youssef, je te rends la parole. Et du coup, avec l'application Pronote, on peut voir ce que le prof il a mis. On peut aussi envoyer des messages au prof pour dire qu'on n'a pas pu faire des devoirs ou qu'on a eu des problèmes. Mais sinon, après, on peut aussi vérifier notre emploi du temps, ce qui est bien parce que ça nous facilite, nous qui sommes aveugles, d'aller chercher sur une feuille notre emploi du temps, tout ça. Du coup, ça nous facilite d'aller vérifier sur Pronote, comme on a le synthèse vocale au retour. Du coup, c'est plus facile d'aller vérifier notre emploi du temps de jour. Oh. Ouais, en fait, ce que dit Youssef, c'est exactement ce que je vous disais de façon générale au départ. Il vient de vous le dire. Hein, ça lui facilite la vie, Pronote. Le problème, c'est que c'est pas complètement accessible. Mais ça lui facilite la vie. Et moi, je suis parent d'un enfant aussi. Et en tant que parent, ça me permet de contrôler ses devoirs, d'avoir accès à ses notes. Avant le numérique, je n'aurais pas pu avoir accès à un carnet de correspondance papier. Voilà. Donc là, c'est le numérique solution. Sauf que dans Pronote, vous avez à la fois la solution et le problème. Et peut-être rajouter par rapport aux interactions sociales, je sais que les jeunes utilisent de plus en plus les réseaux sociaux, Facebook, je ne sais pas, je suis pas forcément à jour sur toutes ces applications. Peut-être que toi, Youssef, tu utilises ce genre d'application ou pas, hein? Oui, des fois, il y en a TikTok, Instagram. On a aussi TikTok, Instagram et Snapchat.
On utilise souvent pour envoyer des messages, communiquer ensemble avec nos copains de l'école. Et des fois, il y a de l'harcèlement, des fois c'est compliqué, mais des fois c'est facile aussi. En tout cas, ça te permet d'être à jour sur l'actualité, sur les informations. Et l'objectif, justement, c'est de baisser ces barrières, de rendre accessible cette navigation sur Internet, pas uniquement sur tous les supports qu'on peut avoir au niveau du numérique. Je vais laisser la parole à mes collègues aussi pour partager un petit peu l'expérience qu'ils ont pu avoir dans l'accueil de personnes en situation de handicap. Mais ce qu'il faut vraiment retenir par rapport à l'apport que peut être cette solution, c'est que il y a une attente qui est différente à chaque fois en fonction de la situation de la personne, pas uniquement des personnes en situation de handicap. Je pense à mes parents qui quelquefois se retrouvent en difficulté face à une démarche administrative. Vous-même, vous êtes confronté à cette situation avec le CAPTCHA. Tout à l'heure, peut-être que Pierre pourra développer un peu plus, où on doit sélectionner dans l'image le feu rouge ou le pont ou le bus. Ça reste compliqué, donc on en parlera tout à l'heure. Je passe la parole donc à Monsieur Ange Kadzar. Merci, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc je suis Ange Kadzar, responsable des campus Saint-Plon Outre-mer. Alors Saint-Plon, c'est une école des métiers tech, du numérique, donc métier technique du numérique, et je suis également référent handicap. Alors c'est vrai que nous chez Saint-Plon, ça fait pas mal d'années maintenant qu'on travaille sur l'accessibilité numérique. C'est une de nos fortes batailles au quotidien. Du coup, on a développé pas mal de projets et pas mal de structures au sein de Saint-Plon, dont une fondation et une section qui s'appelle Saint-Plon Access, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir un campus handicap. Donc maintenant, dans nos formations, on a entre 12 et 15% de personnes en situation de handicap dans nos formations. C'est encore un petit chiffre. On espère faire monter ce chiffre, non pas en faisant des promotions 100% dédiées, ce qu'on fait aussi, 100% dédiées personnes en situation de handicap, mais travailler vraiment vers de l'inclusion numérique. Et pour vous donner un exemple un petit peu récent, Pierre parlait tout à l'heure des limites du numérique, c'est la solution et le problème. On a accueilli un de nos apprenants qui a un handicap sensoriel. En l'occurrence, il est en situation de surdité, et on a cherché à mettre en place une solution de transcription automatique, ce qui était très intéressant. Vous allez me dire, parce que c'est du numérique et une licence coûte pas extrêmement cher à ce niveau-là. Malheureusement, pour cet apprenant, sa langue maternelle était le LSF, donc la transcription automatique n'était pas intéressante en français directement. Donc il a fallu qu'on mette en place tout un travail d'interprétariat. Alors vous savez que les interprètes LSF travaillent sur des temps très limités, ce qui fait qu'on se retrouvait à avoir 3 ou 4 interprètes sur la même journée d'intervention. Donc oui, 3 ou 4 interprètes sur environ 2 mois et demi de formation pour ce jeune homme-là. Donc vous imaginez que le budget qu'on est allé chercher auprès de la GFIP, heureusement qu'ils sont des partenaires lorsqu'on a des dossiers qui sont en tout cas poussés fortement, le budget était à 5 chiffres, bien évidemment. Et si nous avions mis une solution de transcription en LSF automatique, qui est une solution qui existe. On est encore sur les débuts pour l'instant. C'est pas opérationnel à 100%. Sont des licences qui coûtent extrêmement cher parce qu'on est sur un produit de niche et c'est là que l'accessibilité numérique, au final, c'est un bien grand mot, c'est un grand débat auquel on a encore de grosses difficultés à répondre, alors qu'il est vrai que dans le parcours social, de mixité, de diversité, on doit se battre pour un numérique d'intérêt général. Nous, c'est ce qu'on essaye de faire chez Saint-Plon, et pour ça, on doit travailler sur des projets, mais c'est que le collectif qui peut faire en sorte que ça fonctionne, les institutionnels, bien évidemment, financeurs, les entreprises d'un côté, parce qu'on parle aussi de parcours professionnel. Là, on a beaucoup abordé le champ de la formation, le champ de l'éducation, mais au niveau des entreprises, aujourd'hui, l'accessibilité numérique, c'est quelque chose aussi de très compliqué. Il y a toujours une réticence au changement et
alors que on se passe de talent, on se passe de compétences, et il y a que ça qu'il faut prendre en ligne de compte au sein des entreprises aussi. Et c'est peut-être un petit peu, je pense qu'on abordera le sujet un peu plus longuement aussi au cours des échanges. Voilà un petit peu déjà pour ma partie. Je passe le micro à ma collègue. Bonjour à tous. Donc moi je suis Constance Bravet, je coordonne le déploiement de Mon Espace Santé. C'est un service de l'assurance maladie, c'est votre nouveau carnet de santé mais en version numérique. Donc je suis un peu l'exemple à travers cet outil d'un site du service public qui se veut pour tous mais qui dans les faits est pas forcément accessible à tous. Alors même que c'est donc je représente pas aujourd'hui le service public toute seule, hein, mais en tout cas c'est un outil concret sur lequel on peut s'appuyer pour les échanges, pour voir effectivement comment ça a été pensé aujourd'hui, comment c'est accessible ou pas, et du coup nous on travaille de manière très proche avec les structures du médico-social parce que en fait, Mon Espace Santé, effectivement aujourd'hui en tant qu'outil, en tant qu'application, en tant que site internet, moi, je trouve que c'est pas satisfaisant en termes d'accessibilité. Par contre, dans la prise en charge par les professionnels de santé, quand ils prennent en charge un usager, Mon Espace Santé peut vraiment les aider pour coordonner, pour retrouver tous les documents au même endroit, pour se mieux communiquer avec la famille, avec les autres professionnels de santé qui prennent en charge cet usager. Enfin bon, j'ai plein d'exemples, de beaux exemples à vous dire. Mais effectivement, donc on travaille aussi beaucoup avec l'IRSAM notamment et avec Christophe pour rendre cet outil accessible. Comment est-ce qu'on sensibilise les usagers? Comment est-ce qu'on sensibilise leurs familles pour qu'ils s'en saisissent? Parce que Mon Espace Santé, le mot d'ordre, c'est vous êtes acteur de votre santé. Mais effectivement, pour que tout le monde soit acteur de sa santé, il faut que ça soit accessible à tous. Donc c'est la réalité, hein, on va parler vrai aujourd'hui. Et en même temps, je pense que c'est un vrai outil qui peut aider, encore une fois, dans la prise en charge des usagers. Donc il y a des belles perspectives. Alors, on va pas s'attaquer à tout le service public et puis on va pas attaquer du tout d'ailleurs. Mais pour moi, ce que vient de dire Constance, que je n'ai pas encore salué, donc c'est vraiment un cas d'école. C'est-à-dire c'est des bonnes volontés, des gens qui veulent travailler, mais un problème qui n'a pas été pris de façon normale. C'est-à-dire que Mon Espace Santé, alors j'ai pas eu le temps de le tester à fond, hein, mais j'ai entendu dans le monde des aveugles que c'était pas complètement accessible au lecteur d'écran. J'ai vu une mention accessibilité partiellement conforme, donc ça c'est plutôt encourageant, mais ça ne veut pas dire que c'est complètement accessible, par exemple avec un lecteur d'écran, malheureusement. Par contre, ce qui est sûr, c'est ce que Constance vous avez dit à la fin, c'est que pour nous, pour moi, les ordonnances papier, les comptes rendus papier, j'en fais rien. Alors que si j'ai tout en numérique accessible, sécurisé évidemment, avec le choix de tout ce qui est confidentialité, mais là pour le coup accessibilité, sécurité, confidentialité, ça se croise. C'est-à-dire que si le fait je n'ai pas bien, l'accessibilité n'est pas bonne, j'aurai pas accès peut-être aux options de confidentialité aussi de sécurité, je risque de faire des bêtises. C'est la solution idéale pour une personne en situation de handicap. Là, le numérique est la solution. Sauf que du fait que les pouvoirs publics, et là je peux les attaquer de façon générique parce que on a une loi qui impose l'accessibilité et cette loi on va fêter, alors entre guillemets, ou commémorer ou se rappeler que le 11 février 2005, il y a l'article 47 qui stipulait que tous les sites de communication publique doivent être accessibles. Le 11 février 2005, c'est il y a presque 20 ans maintenant. Et je sais pas moi, allez, suivant les thermomètres et suivant les humeurs, entre 5 et 10% des sites sont réellement accessibles. C'est-à-dire que pour dire les choses de façon peut-être plus brutale, je suis désolé, hein, ça va piquer, 90% des sites publics aujourd'hui sont illégaux parce que inaccessibles. Ils ne respectent pas la loi. Et y compris les sites publics, hein, enfin, je parle des sites publics faits par l'État tous les jours. Voilà. Donc Mon Espace Santé, c'est le cas de figure qui, à mon avis, malheureusement, on voit trop souvent, c'est-à-dire parce que le projet a été mal géré au départ, on se retrouve à l'adapter à l'arrivée et à dépenser énormément d'énergie.
et de bonne volonté, j'insiste bien sur le côté bonne volonté, bonnes intentions, à essayer d'adapter ce qui aurait pu être rendu accessible et qui aurait dû être fait dès le départ. Et techniquement, c'est pas non plus des techniques extraordinaires. L'accessibilité numérique, c'est pas non plus de la haute technologie. C'est simplement des habitudes à prendre souvent et qui ne sont pas prises. Et ça fait, moi, 25 ans que je dis la même chose. Voilà ce que m'inspire mon espace santé, en toute sympathie. Oui, bien sûr. Voilà. Parce que c'est pas vous à la Réunion qui vont pouvoir changer mon espace santé. C'est pas à votre niveau que ça aurait dû se passer. C'est au niveau largement C'est un déploiement national. Largement avant. Merci Pierre. Mais du coup, ça m'intéresse d'avoir votre regard sur, parce qu'aujourd'hui, quand on interroge l'assurance maladie justement sur l'accessibilité du site, ils répondent qu'ils ont passé l'audit, qu'ils sont conformes parce que le site est accessible à 75%. Donc ma première question c'est qu'est-ce qui se cache en fait derrière ces 75 et qu'est-ce qui manque sur les 25 autres. Et ma deuxième question c'est on parle du site et de l'application. Est-ce qu'il y a un des outils qui pour vous est plus facilitant? Est-ce que c'est plus parce que nous je vois quand on le déploie alors je parle pas forcément que des personnes effectivement malvoyantes, mais chez les seniors l'application elle est quand même beaucoup plus facile à prendre en main. Mais voilà, je sais pas pour toutes les situations quel est l'outil finalement le plus accessible. Mon espace santé. Votre carnet de santé. Ah voilà. Numérique. D'accord. Ça c'est quoi, c'est l'application ? Page 2. Ah, d'accord. Alors c'est compliqué. Je vais essayer de répondre brièvement et puis peut-être après de reprendre ça dans les développements. On n'est pas accessible à tant de % déjà. On est conforme à. Donc ce que vous répond la Sécu, c'est on est conforme à 75%. Même en étant conforme à 100%, c'est-à-dire en respectant le RG2A. Alors là, j'ai mis un peu la charrue avant les bœufs, puisque si les gens ne savent pas ce que c'est, ils comprennent pas. Mais le RGA, c'est le référentiel d'accessibilité qu'on doit respecter en France. Référentiel général d'amélioration de l'accessibilité. Si on est conforme à 100%, on n'est pas accessible à 100%. L'accessibilité à 100% n'existe pas, déjà, et d'une. Quelqu'un qui me dit qu'il est accessible à 100%, ça n'existe pas, et ça ne se mesure pas en plus. Deux choses très simples. Dans le RGA, le français facile à lire à comprendre, qui est la simplification de la langue pour les handicaps mentaux, n'est pas inclus dans les RGA, voilà, ainsi que la LSF. Donc déjà, et d'une, tout ce qui est handicap, enfin une partie des handicaps mentaux et handicap déficient auditif, donc sourd, est écarté du RGA. Donc la Sécu, en gros, enfin je vais être, voilà, il y a personne de la Sécu, j'espère, dans la salle, mais en gros ce que dit la Sécu, ça ne rime pas grand-chose. Parce qu'en plus, 75%, c'est illégal. Nous, la loi exige une conformité à 100%, point barre. Voilà. Si on veut être borné, j'ai envie de dire, de façon bornée, c'est ou 100% ou rien. Les gens qui vous parlent de 75%, de ci, de ça, c'est parce que tout simplement, ça fait 20 ans qu'on fait rien et que régulièrement on se fait peur, on dit on va, au lieu de mettre les moyens, et évidemment vous en doutez par les temps qui courent, il va falloir s'habituer à faire de l'accessibilité en temps de guerre, c'est-à-dire avec zéro moyen. Même à la limite ils vont vous demander de l'argent pour faire accessible. Voilà. Voilà, c'est au lieu de mettre les moyens pour devenir accessible, on baisse les impératifs, c'est-à-dire qu'on rallonge les délais et au lieu de dire du 100%, on va dire du 75%, mais ça rime à rien. C'est ça, voilà, c'est ou accessible ou pas. Alors souvent les applications sont plus accessibles que les sites web et c'est plus facile à faire des applications accessibles que des sites web. Parce que pour faire des applications accessibles, il suffit que le développeur, en l'occurrence iOS ou Android, connaisse bien les spécifications d'accessibilité, connaisse bien son boulot pour développer des applications natives accessibles. Si on parle de natives, puisqu'il peut y avoir des applications hybrides ou des WebView, enfin bon, ça je rentrerai pas dans les détails, mais il est admis que ça peut être plus simple de faire des applications accessibles. Et de toute façon, ce qu'on fait nous stratégiquement quand on doit accéder à un service, c'est qu'on jongle entre le site web et l'application. Moi, par exemple, pour gérer mes comptes en banque, je passe ou par l'application ou par le site web. Et il y a des choses que je vais pouvoir faire avec l'un et pas avec l'autre. Voilà.
Et Pierre, je rebondis sur ce que tu viens de dire par rapport aux applications. Il y a justement une application qui est gratuite, accessible sur Android et sur iOS, qui peut aider pas mal de personnes pour avoir des renseignements. C'est une application qui, grâce à la géolocalisation, va vous permettre d'accéder à des contacts. Et je pense que cette application a été bien pensée en termes d'accessibilité, puisqu'elle propose un accès pour des personnes déficientes visuelles, donc avec des changements de contraste, d'agrandissement possibles, avec et aussi la possibilité d'avoir une transcription en LSF pour les personnes déficientes auditives, en LFPC, en langue parlée communiquée. Et du coup, je vous invite vraiment à l'installer. Ça peut être intéressant de découvrir ce qu'il propose par rapport à l'accès à l'autonomie, par rapport au logement, par rapport aux aides qu'on peut avoir besoin à un moment donné. Donc, l'application Sens, excusez-moi, de Freddy Houlet en Aquitaine. Voilà. Sens, S-E-N-S. Voilà. Oui, Pierre? Je sais pas. Donc, est-ce que, puisque là j'ai répondu donc à la question aux questions de Constance, est-ce que c'est le moment justement de poser un peu les choses en termes de justement qu'est-ce que c'est que cette fameuse accessibilité? Est-ce que, oui. Alors, évidemment, en résumé ultra rapide. Hein, alors, je m'aperçois que je me suis pas d'ailleurs présenté. Donc, Pierre Reynaud, moi, je suis référent accessibilité numérique à l'université et responsable pédagogique du diplôme universitaire de référent accessibilité numérique, dont on a joué la première session en 2023 et 2024, et dont la deuxième session s'annonce pour septembre 2025. Voilà, le temps passe tellement vite. Donc, très très rapidement, puisque par rapport à ce que c'est l'accessibilité, c'est pas la première fois que je viens au NEC 974. Je pense que ça fait la 3e ou 4e fois. Et quand on a commencé à parler d'inclusion numérique, nous, dans l'accessibilité, on s'est dit, ah, enfin, notre sujet va décoller. Ben non. Parce que l'inclusion numérique, c'est accompagner les personnes éloignées du numérique vers le numérique. En gros, hein, je vous le fais très court, c'est ça l'inclusion. C'est une histoire humaine, hein, et c'est très bien. Moi, j'en ai fait longtemps auprès des déficients visuels, que ce soit à titre associatif ou professionnel. Donc, on accompagne, on conseille, on donne les bons outils, éventuellement on les installe, on conseille, on forme, on accompagne, on fait en sorte que les gens se débrouillent tout seuls. Mais le problème de l'inclusion, c'est que c'est extrêmement fatigant parce que vous passez votre temps à accompagner des gens sur des outils qui sont absolument mal faits. C'est des outils informatiques, c'est des systèmes informatiques faits par des informaticiens pour des informaticiens. Voilà, ceux qui sont informaticiens vont comprendre peut-être. C'est-à-dire que l'ergonomie, on ne connaît pas, l'expérience utilisateur, on ne connaît pas. On laisse des messages d'erreur cabalistiques. Enfin, évidemment, je caricature. Donc, on se fatigue quand on fait de l'inclusion. Et tant qu'on n'a pas compris qu'il y a l'autre versant de l'inclusion qui est indispensable, il y a 2 piliers en fait pour arriver à se servir du numérique aujourd'hui. C'est l'inclusion, évidemment, hein, puisque vous savez qu'il y a 10 à 20% de la population qui ont des problèmes avec les numériques. C'est énorme, même plus. Donc c'est énorme. Et vous avez le pilier de comment est conçu, développé et maintenu l'outil, le service, l'environnement, le produit numérique. Ça veut dire, est-ce qu'il est accessible, est-ce qu'il est simple, est-ce qu'il est ergonomique, est-ce qu'il est utilisable. Voilà, donc c'est vraiment ces 2 piliers. Et pendant longtemps dans l'inclusion numérique, on m'écoutait très très gentiment parce que je faisais les interventions avec un sourire et toujours très sympathique, avec un peu d'humour. Donc bon, ça va. Hein, mais je sentais bien que ça les intéressait pas. En gros, hein, là aussi je vais vite. Maintenant, c'est en train de changer. Et depuis quand ça a changé? C'est mars 2020. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, mars 2020. Mars 2020, on s'est tous retrouvés enfermés chez nous, avec comme seul lien avec les amis, le travail, l'école, le numérique. Et là, ça a été, oulala, est-ce que ma connexion est bonne? Est-ce que l'outil est bon? Est-ce que je sais m'en servir? Et est-ce qu'il est accessible? Depuis mars 2020, accélération de la dématérialisation, mais à vitesse grand V. Dématérialisation souvent exclusive, excluante. La dématérialisation est une grande productrice d'exclusion sociale. Hein, n'hésitons pas. Aujourd'hui, quand on parle d'exclusion numérique, on parle d'exclusion sociale, parce que le numérique a tout envahi. Et si on n'y a pas accès, on est exclu. Hein, l'inaccessibilité, c'est l'exclusion.
L'inverse de l'accessibilité, c'est l'inclusion. Donc pas d'accessibilité sans inclusion. Et du coup, c'est quoi l'accessibilité? L'accessibilité, c'est compliqué parce que quand j'en parle en face des techniciens, ils m'écoutent pas parce que pour eux, c'est du social, ça les regarde pas. Les informaticiens, c'est comme ça qu'ils voient l'accessibilité numérique. Et quand on parle de ça des travailleurs du monde du handicap, oh là là, le numérique, j'y comprends rien. Il est gentil, le monsieur, mais j'y comprends rien, ça m'intéresse pas. Voilà. Et nous, notre rôle de référent accessibilité numérique, par exemple, c'est de faire le lien entre le numérique et l'humain. Et c'est pas simple d'être capable de parler à la DSI et d'être capable de parler à un référent handicap ou quelqu'un qui travaille dans le champ du handicap et d'être audible. Sachant que les travailleurs du handicap, ils sont dans l'urgence, ils sont dans l'adaptation et ils sont dans l'urgence constante. Et vous arrivez en mode projet sur les années à venir. Donc évidemment, ils vont rigoler en vous disant mais moi j'ai pas le temps de t'écouter. En gros, j'ai un problème à régler pour hier. Voilà. Donc l'accessibilité numérique, en définition, c'est très très clair. C'est l'accessibilité numérique, c'est la capacité pour n'importe quelle personne avec n'importe quelle aptitude mentale ou physique de pouvoir utiliser pleinement, correctement, sans blocage le numérique. Voilà la définition la plus simple que je peux vous donner. Et les mots importants, c'est utiliser pleinement, correctement et sans blocage, sans barrière. L'accessibilité sans barrière. Donc voilà, là je vous fais la version évidemment accélérée. D'habitude j'en donne 3 ou 4 de définition parce qu'on peut la tourner dans plusieurs sens. Nous, ce qu'on aime encore plus que l'accessibilité, c'est la conception universelle. C'est quoi la différence? C'est que là, l'accessibilité, vous faites tomber les barrières. La conception, vous créez sans barrière. C'est vachement mieux. Voilà, la conception, c'est concevoir, développer et maintenir sans barrière. Ne pas casser les murs, mais éviter de monter le mur. Voilà, c'est ça la conception finalement. Quand on parle de numérique, on parle de tout. Alors le numérique, c'est Internet, évidemment. On est rentré là-dedans quand on a parlé d'accessibilité du web au départ. C'est les documents bureautiques, c'est les mails, c'est les posts sur les réseaux sociaux, c'est les démarches en ligne, le commerce, les livres, les journaux, les gabiers, les interphones, les micro-ondes à écran tactile. Je vous le fais à l'après-vert volontairement. Les objets connectés, les assistants vocaux, avec toujours en regard solution-problème. C'est-à-dire que l'assistant vocal, s'il n'a pas d'écran et que vous avez affaire à un sourd, ça va être un problème. Pour moi, c'est une solution. Voilà. Donc, le numérique, c'est tout ça. Nous sommes tous producteurs de numérique, donc nous sommes tous producteurs d'inaccessibilité, donc d'exclusion ou d'accessibilité. Les handicaps qui sont concernés par l'accessibilité numérique, c'est handicap sensoriel, donc auditif, sourd et malentendant, visuel, malvoyant, aveugle. Ce sont tout ce qui est handicap mental, tout ce qui est handicap cognitif, tout ce qui est handicap moteur des membres supérieurs, j'ai bien dit supérieurs, les mains, et ce sont aussi tout ce qui est syndrome du trouble autistique, les handicaps cognitifs, ça je l'ai peut-être déjà dit, les chiffres, parce que tôt ou tard, moi je travaille comme référent accessibilité numérique et il y a tout un travail de convaincre la gouvernance, la direction, les managers, les élus. J'en parlais à l'instant. Ils vont vous demander, mais les handicapés, allez, c'est quoi? C'est quelques dizaines de personnes et puis de toute façon les handicapés ils se servent pas du numérique, c'est bien connu. Donc non, là on parle de 10 à 20% de la population, on parle de 100 à 200 000 réunionnais, sachant que les seniors ont des capacités qui diminuent avec l'âge souvent, donc on y voit moins bien, on entend moins bien, la mémoire fonctionne moins bien. On peut aussi par extension parler évidemment des personnes en situation d'illettrisme. Il y en a 10% à la Réunion et ça se cumule pas forcément, c'est-à-dire que là on est parti de 10 à 20%, mais on peut peut-être partir à 20 ou 30%. Tout ce qui est électronisme et tout ce qui est allophone. Allophone, c'est les gens dont le français n'est pas la langue maternelle. Alors ici à la Réunion, la langue maternelle, c'est souvent le créole. Et puis comme je dis aussi, je connais personne dont la langue maternelle est le français administratif, qui est incompréhensible pour le commun des mortels. Donc là aussi, c'est un problème d'accessibilité numérique, avec le français facile à lire, à comprendre par exemple. Exemple de l'accessibilité numérique, exemple que vous connaissez tous, c'est les contrastes trop faibles, c'est les polices, utiliser plutôt des polices bâtons, style Arial Verdana. C'est évidemment pas trop petit, de bons interlignes. C'est évidemment ne justifiez jamais vos textes à l'écran, c'est redoutable. Lisez un texte justifié avec votre mobile et vous allez comprendre ce que vivent les malvoyants ou les dyslexiques face à un texte justifié à l'écran. J'ai bien dit à l'écran, pas en papier. Vous avez aussi l'information ne doit pas être véhiculée uniquement par la couleur. Alors je sais pas si ici dans la salle il y a au moins 10 messieurs
Mais s'il y a 10 messieurs dans cette salle, alors moi je m'exclus du lot, hein, je suis éliminé d'office, mais sur ces 10 personnes, sachez qu'il y en a au moins un qui a des problèmes de discrimination de couleur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que 8 à 10%, et peut-être un peu plus à la Réunion, des messieurs, j'ai dit bien des messieurs, vous avez des problèmes de discrimination de couleur, ce qu'on appelle traditionnellement daltonisme. D'accord ? C'est important. Ça veut dire que si on vous met un beau camembert, par exemple, avec un logiciel en rouge, ce qui est indisponible, et en vert, ce qui est disponible, bah vous en avez peut-être un dans la salle qui aura du mal à repérer ce qui est disponible ou pas disponible. Ben, en accessibilité, c'est très simple. On conseille de hachurer, de faire des formes différentes pour ce qui est rouge et vert, et de rajouter éventuellement une lettre pour les aveugles. Et là, vous avez de nouveau de l'information qui est accessible au plus grand nombre. L'accessibilité, c'est qu'il n'y ait pas de perte d'information. Voilà pour des exemples. Alors évidemment, il y a le sous-titrage pour les sourds, hein, le sous-titrage synchronisé, qui est un sous-titrage particulier qu'on appelle aussi sous-titrage SME. Tout ce qui est entendu dans une vidéo doit être vu, et tout ce qui est vu doit être entendu. Dans une vidéo, c'est la règle. Que dit le droit? Alors je sais pas, je suis peut-être en train de déborder, mais je vais vraiment accélérer, Christophe, c'est promis. Ouais, très très vite. Donc c'est obligatoire. L'accessibilité est obligatoire. J'en dirai pas plus. Article 47 de la loi 2005, comme on le disait tout à l'heure. Il y a des normes, les WCAG, normes internationales. Il y a le RGA, qui est le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité. C'est une norme avec 4 principes: perceptible, utilisable, compréhensible, robuste, avec 13 thématiques, avec 106 critères. Bon, je passe. Dernière chose très importante que je veux vous dire, et puis après on repasse aux exemples. L'accessibilité, très très important, c'est une notion de parcours. C'est-à-dire, si dans le numérique vous avez un beau formulaire et qu'à la fin du formulaire vous avez un CAPTCHA inaccessible, votre formulaire est inaccessible. C'est-à-dire que la chaîne de l'accessibilité, la chaîne du numérique, son accessibilité est définie par le plus mauvais maillon. Si vous avez un maillon cassé, toute la chaîne est cassée. D'accord ? Alors vous avez le CAPTCHA, et qui est analogique avec le mur que vous auriez sur un parcours pour une personne en fauteuil roulant, ou une porte trop étroite ou des marches. Tout est accessible, sauf que vous avez 3 marches à un moment donné, bah, tout le trajet est inaccessible. Ça, c'est la première chose. Donc, raisonnez toujours en termes d'accessibilité. Dans un projet, l'accessibilité numérique, bah, c'est un peu ce que j'ai abordé tout à l'heure avec mon espace santé. Mon espace santé aurait dû être fait, et c'est la loi, aurait dû être conçu, développé et maintenu de façon accessible. Et là, ça aurait marché. Voilà. C'est-à-dire que dès le départ, on aurait dû penser, concevoir et développer accessible. C'est ça un projet, c'est une culture de l'accessibilité numérique dans l'équipe projet, du début jusqu'à la fin, de la conception, cahier des charges, au développement, avec test à chaque étape du projet. Si c'est pas bon, si c'est pas accessible, hop, on repart en arrière, on recommence, on trouve une autre solution. Et évidemment, s'il y a des professionnels du numérique dans la salle, vous savez très bien qu'une fois qu'un projet est livré, il y a souvent la vie du projet, et si vous ne faites pas attention, l'accessibilité peut régresser après la livraison. Donc attention. Pour finir, dans une organisation, moi j'ai un titre qui me plaît bien, c'est on démarginalise l'accessibilité. C'est-à-dire que l'accessibilité, c'est comme le handicap, on le met dans un coin et on s'en occupe quand on a le temps et si on en a les moyens, et souvent à la fin. D'accord ? L'accessibilité, c'est le contraire. Si on veut que ça marche, il faut la remettre au centre de l'organisation. Il faut la faire au centre, au début, d'accord, et en faire une préoccupation au même titre que la sécurité, le RGPD, l'éco-conception, enfin tout ce qui peut rentrer en compte dans un projet numérique, sachant qu'une organisation aujourd'hui est souvent majoritairement numérique, sauf qu'on c'est un peu comme Monsieur Jourdain, on en fait sans le savoir, hein, du numérique. Voilà, pour finir là-dessus, une démarche, enfin la phrase, une démarche d'accessibilité numérique dans une organisation, elle doit être transversale, collective, coordonnée. Autrement, ça ne marche pas. Voilà. Non, je pense que c'est bon. Merci Pierre. En tout cas, on pourrait profiter justement s'il y a des questions ou par rapport à ce qui a été dit. En attendant, on va peut-être mettre le support. Pierre, il vient d'expliquer justement qu'il fallait adapter les supports. Peut-être que là, je n'ai pas respecté moi-même tout ce qui est accessibilité avec toutes les couleurs. Mais c'est pour vous donner une idée justement en fonction de ce qu'on va faire. Donc si on peut passer sur la diapo suivante. Toujours pareil, il y a trois solutions qu'on veut vous présenter à la fin de cette diapo. Une correspond à ce qu'on avait fait avec mon espace santé sur tester
le support, quand on adapte un support, en fait, il faut le faire avec les personnes aussi en situation de handicap pour se rendre compte de l'efficacité. Et vous avez aussi Be My Eyes, une application, peut-être Pierre que tu peux faire la démonstration en attendant, on passe les diapos, qui va nous permettre de décrire ce qu'on prend en photo. Et c'est génial, ce matin sur la route, on a eu beaucoup de descriptions, même des descriptions très précises par rapport à l'environnement où on était. Et Youssef fera la même chose. À l'extérieur, vous avez Handicap qui est présent et nous sommes prêts à vous accueillir pour justement vous faire découvrir ces solutions-là en termes d'accessibilité. C'est bon, Pierre? On va prendre en photo. Vous êtes OK? Oui, monsieur. Pardon, Youssef? Oui, bah c'est bon. Si c'est OK, ouais. Moi, je veux bien y répondre parce que j'ai eu le dossier il y a pas très longtemps. Alors, en fait, il y a des choses qui sont obligatoires pour les organisations, qui s'appelle le registre public d'accessibilité, hein, qui est obligatoire lorsqu'on ouvre un établissement. Malheureusement, ce registre-là, alors il y a deux possibilités. Soit il est consultable que sur place, ou il est consultable sur le site internet de la structure. Alors, encore faut-il que le site internet soit accessible. Et on a seule obligation des organisations, c'est de stipuler dans ce fameux registre, qui est pas du coup nécessairement accessible, s'il y a ne serait-ce que des rampes d'accès, ascenseurs, des places réservées à proximité. Mais c'est que dans ce registre-là. Et c'est vrai que, en effet, encore nos institutions de l'État devraient nous obliger obligatoirement de stipuler si nos locaux sont accessibles. Alors après, nous, par exemple, sur les organismes de formation, on a un supplément qualité à ce propos-là, où on est obligé de stipuler que nos locaux sont accessibles, que nos formations sont accessibles également. Attention, je ne connais que le cas des organismes de formation, ce n'est pas le cas pour toutes les organisations, du coup. Et c'est le registre public d'accessibilité. Donc limite, faut presque téléphoner, si on est en possibilité, capacité de pouvoir le faire, pour demander si en effet les locaux sont accessibles ou non. Excuse-moi. Merci. Comme disait Pierre tout à l'heure, la loi de 2005, c'est l'accessibilité numérique, mais aussi l'accessibilité des locaux. Donc, ça fait 20 ans que la majorité des établissements qui reçoivent du public doivent être accessibles, que ce soit PMR, personnes déficientes visuelles. Enfin voilà, tous les endroits où il manque des bandes d'éveil, des ascenseurs, des places handicapées, on les compte plus. Donc voilà, la loi, elle est aussi pour les locaux. Faut pas l'oublier. Alors non, ça a pas changé. Ça évolue. Ça va pas assez vite. Mais parce qu'on n'est pas accompagné non plus. Alors 20 ans, ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans. Mais les structures, moi je parle sur ma partie organisme de formation, nous on travaille sur forcément l'accessibilité numérique, parce que c'est notre métier, la tech, bien évidemment, mais forcément aussi l'accessibilité de nos locaux. Et au-delà de rampes d'accès, ascenseurs, il doit y avoir aussi du balisage, de l'indication, des lumières automatiques, un degré de luminosité aussi qui doit être réglable. Et il est vrai que nous, en tant que tenants d'une structure, on n'est pas accompagné là-dessus. C'est-à-dire que nous, c'est la mairie vient, on ouvre une structure, la mairie vient, va dire ok, c'est accessible.
et c'est bon, on est tranquille. Ça veut pas dire qu'on est dans une démarche de progrès, qu'on est dans une démarche d'amélioration, parce que c'est en fait c'est un petit peu le fond de tout ce qu'on se raconte depuis tout à l'heure. C'est de l'amélioration continuelle, parce qu'on tendra jamais vers le 100%. Ça n'existe pas. Mais pour ça, il nous faut aussi un accompagnement, et ça fait partie du sujet de cette table ronde aussi. C'est comment les institutions vont accompagner les structures véritablement. Alors pas forcément financièrement, hein, attention. Hein. C'est juste, par exemple, un kit. Une structure ouvre un kit qui dit bah voilà, vous devez mettre ça en place, le balisage doit être fait de telle façon, vous devez mettre de la différence de couleur pour pouvoir repérer les accès, au-delà de juste le sortie de secours comme on le voit bien là-haut, et c'est vrai que c'est pas évident. Donc c'est à chacune et à chacun, et c'est au collectif de faire en sorte que les choses bougent. Après, bien évidemment, on est encore dans les balbutiements. On fait des tables rondes, alors que, en effet, ça fait 20 ans qu'on devrait déjà être équipé, outillé, organisé, coordonné les uns et les autres. Et en fait, au-delà de cet événement qui est super, je fais un constat qui est un petit peu triste de se dire qu'on en est qu'au début. Oui, je vais montrer l'application. L'accessibilité numérique, on est dans la même charrette. J'ai envie de dire que même l'accessibilité numérique, ça a été longtemps la 5e roue du carrosse de l'accessibilité. Hein. Donc c'est pour vous dire. Et puis quand on se réveille, évidemment, c'est jamais le moment, puisque si on se réveille maintenant, vous n'êtes pas sans savoir que les budgets fondent comme neige au soleil. Donc c'est pas le moment de dire qu'il faudrait mettre des milliards d'euros sur l'accessibilité numérique. On va se faire mal voir. Donc, alors du coup, Christophe, si tu peux me tenir le micro. Donc, il y a une question, oui, vous pouvez, oui, bien sûr. Bonjour, Lise Chevalet, donc je suis chef de projet au département. Je suis très heureuse d'être là et de vous écouter, c'est très intéressant. Cet après-midi sera présenté France Numérique Ensemble au département avec beaucoup d'humilité. Hein. On a pris l'axe 3, on a proposé à la NCT de travailler sur la facilitation du parcours usager dès la conception des services publics numériques réunionnais. Voilà, on a co-construit un plan d'action qui n'est pas encore validé, qu'on vous présentera cet après-midi. Et là, en vous écoutant, notamment Monsieur Reynaud, lorsque vous avez énuméré les handicaps en fait qui étaient concernés par les questions d'accessibilité, je prends conscience. J'avais déjà bien conscience. J'ai une méconnaissance totale, hein, mais que c'est très complexe. Mais là, je me dis en plus que il y a des choses qui peuvent entrer en concurrence. Je m'explique. Par exemple, j'imagine que pour des déficients auditifs ou des personnes malvoyantes, il faut mettre en exergue certaines choses qui peuvent peut-être être agressives pour les personnes présentant des troubles autistiques, par exemple. Enfin, en vous écoutant, c'est ce que je me dis. Donc je me dis, trouver le juste milieu, c'est encore plus compliqué finalement peut-être que ce que j'avais imaginé. Alors, je vais répondre peut-être en deux temps. Alors déjà, je vais faire un message personnel du coup, puisque je suis destinataire de vos mails. Malheureusement, j'ai jamais eu l'occasion de venir aux ateliers pour des raisons d'emploi du temps, et je serais heureux d'échanger avec vous durant la journée pour voilà, parce que ça c'était le message personnel. D'autant que j'ai été longtemps au département dans l'inclusion numérique, donc. Voilà. Message personnel passé. Alors, la réponse que je ferai est très rapide parce que autrement on va pas avoir le temps de montrer des exemples. C'est pour ça qu'on a inventé des normes. Il faut pas réinventer la roue, c'est-à-dire que vous n'êtes pas spécialiste dans le handicap. Donc, en respectant les normes, vous respectez ce fameux juste milieu. Il faut quand même se dire que l'accessibilité, c'est rarement au détriment de quelqu'un, c'est à l'avantage de tout le monde. Et c'est pas obligatoirement des contraintes l'accessibilité. L'accessibilité, vous, service public, ça vous garantit que 10 à 20% de la population supplémentaire auront accès à votre service. C'est quand même pas mal. Si vous étiez une entreprise, je vous dirais que ça vous garantit 10 à 20% de clients en plus. Voilà. Il y a des fois où ça peut coincer entre les différents handicaps, mais ça, à la limite, en respectant les normes, en étant conforme à ce fameux RGA, vous diminuez vous minimisez ce genre d'inconvénients qui sont extrêmement rares. J'en connais un, je vais citer, c'est quand vous incrustez les sous-titres dans une vidéo. En fait, la vidéo, vous avez les sous-titres pour les personnes sourdes. On conseille de les mettre dans des fichiers à part qu'on peut activer ou désactiver.
Pourquoi? Parce que certaines personnes qui ont des handicaps cognitifs, si vous incrustez les sous-titres, et même vous d'ailleurs ça vous gêne, au bout d'un moment, vous regardez les sous-titres ou le film et vous avez du mal à regarder les deux. Voilà. Bon, ben c'est pour ça qu'on conseille de pouvoir désactiver les sous-titres et les activer à la demande. Voilà un exemple, mais j'en ai pas d'autres. Hein. Franchement, c'est extrêmement rare d'avoir ce type de choses. Voilà. Du coup, je prends une photo. Oui, tu peux prendre la photo. Je crois qu'on a. Alors, l'application Be My Eyes. En attendant, si je peux mettre la petite vidéo sur Tadeo. C'est une des solutions parmi tant d'autres sur l'accompagnement de personnes déficientes auditives. Je suis kinésithérapeute spécialisée dans le sport avec un statut en libéral et je suis passionnée d'aviation, donc je suis pilote depuis une dizaine d'années. Je suis née sur un saut comme un peu de bilatéral et j'ai la chance de pouvoir maîtriser la langue des signes, le langage par l'incomplété et l'organisation, ce qui me permet de pouvoir communiquer avec aussi bien les entendants que les malentendants. Alors au quotidien, dans ma profession, j'utilise Tadeo notamment pour téléphoner, pour pouvoir contacter mes patients, pour l'organisation du planning, changement de rendez-vous, pour des informations diverses, et également téléphoner aux médecins pour le suivi du patient, ou téléphoner aux organismes qui sont rapportés à ma profession. Voilà. On est coincé un petit peu par rapport au temps, mais en tout cas, cette solution Axéo Tadeo du moins, est une solution parmi d'autres qui peut être très utile, comme vous avez vu, avec le langage des signes, le sous-titrage, une autre solution, et ensuite, venez découvrir, je vous encourage justement à nous rejoindre au niveau de Handicap pour découvrir d'autres solutions. Tiens Pierre, si on termine là-dessus. Je vous ai pris en photo, hein, donc maintenant on va faire décrire la photo. Et là, ça fera une transition pour ceux qui vont à l'atelier IA. On est sur l'intelligence artificielle. Donc, alors attends, par contre, tiens le micro. Oui. Donc, mets-le bien. Voilà, le son est là. La photo montre une salle de conférence avec plusieurs personnes assises sur des chaises disposées en rangée. Le plafond est en bois avec des luminaires intégrés. À gauche, il y a 3 personnes assises, dont 2 femmes et un homme. La femme à gauche porte une veste en jean et des chaussures jaunes. L'homme au centre porte une chemise à motifs et des baskets noires, et la femme à droite porte une robe à motifs et des sandales. À droite, un homme en polo jaune est assis, pensif, avec sa main sur le menton. Derrière, on aperçoit d'autres personnes assises, ainsi qu'un trépied avec une caméra. Il y a aussi des panneaux avec des images de paysages. Au premier plan, une bouteille d'eau est visible sur une table. On m'avait pas prévenu que j'avais une bouteille d'eau. Voilà, donc ça c'est en fait une AI, c'est ChatGPT derrière, qui est décrit pour les aveugles qu'on prend en photo avec notre smartphone. Il existe la variante sur PC qui me permet de me faire décrire l'écran de mon PC. Alors pour vous ça veut pas dire grand chose, pour moi ça veut dire beaucoup parce que des fois vous avez des messages à l'écran d'un ordinateur qui n'apparaissent pas, ou bien quand vous préparez une visio, moi quand j'ai fait une visio, ça me permet de savoir ce que j'ai que j'ai pas des choses qui traînent et qui seraient visibles de ma caméra. Quand je suis en télétravail et que ça me permet de mettre, et que j'ai l'habitude de mettre ce qui dépasse par terre. Voilà. Bon. En tout cas, on vous remercie. Moi, je remercie tous les collègues d'être présents aujourd'hui pour cette thématique. Bonne journée à vous et à bientôt.